Comment fédérer les communautés? C'est un mot qu'on emploie beaucoup depuis ce matin autour d'une marque pour renforcer cette fameuse expression du vivre ensemble. Un cahier des tendances va vous être présenté par Feriel Karoui. Feriel, soyez la bienvenue, venez. Creative Whisperer et Strategic Planner. Bonjour. Bonjour à tous. Le code social a changé. Alors, ce n'est pas un lieu commun, c'est une grosse lapalissade, puisque le code social est en permanente renégociation. Il change de manière constante, et ce qui va nous intéresser plus aujourd'hui, c'est les paramètres qui font un bon lien social. Et je vous le donne en mille, comme beaucoup de choses aujourd'hui dans notre société, c'est en crise. Donc voilà la bonne recette pour un bon lien social. Nous avons en premier lieu une crise de confiance. Donc on l'a dit tout à l'heure, on a peu de confiance dans les informations que l'on reçoit, peu de confiance dans les institutions, mais aussi peu de confiance dans les autres. 68% des Français estiment que l'on n'est jamais assez trop prudent lorsque l'on a affaire aux autres. Donc j'espère que vous avez bien choisi votre voisin aujourd'hui quand vous vous êtes assis ce matin. Crise d'empathie. On a de plus en plus de mal à se mettre à la place des autres. Crise de réciprocité, j'y reviendrai tout à l'heure parce que je pense que celui-là est très sous-estimé. Crise de disponibilité, et ce n'est pas étonnant, on a toujours l'impression d'avoir une sorte de trou noir dans notre emploi du temps, et il est passé dans les 2h30 que nous passons dans les réseaux sociaux. Crise de tolérance, celui-là il est très important, je pense, la tolérance, parce qu'aujourd'hui nous avons beaucoup de normes à redéfinir. Quand les normes sont floues, on ne sait pas très bien où mettre les curseurs, ça crée de la confusion et de la crise de tolérance. Par exemple, qu'est-ce que la masculinité aujourd'hui? Qu'est-ce que le progrès? Comment séduire quelqu'un? Ça crée de la confusion. Et le tout nous donne une crise de communication avec, en point faible, l'écoute, qu'on a du mal à prendre en compte aujourd'hui. Maintenant que nous avons vu les ingrédients pour un bon lien social, je vous propose de regarder les piliers où l'on sociabilise. Et il y en a beaucoup, je vous en ai choisi 3. La famille, le travail et la manière dont on se rend service les uns les autres. Prenons la famille. La famille, ça reste quand même un lieu où l'on va se réfugier, notamment en lien de crise. C'est un pilier qui est solide dans la sociabilisation. Mais on peut se demander si pour les futures générations, ce pilier sera aussi solide. Alors ça se passe aux États-Unis. Mais 44% des Américains nullipares affirment qu'il est peu probable qu'ils aient un enfant un jour. Alors ça ne veut pas dire qu'ils n'en auront jamais, mais ça veut dire que finalement, aux liens de filiation, on peut préférer des liens d'amitié, des liens choisis. Deuxième statistique, ça se passe en Belgique, 46% des propriétaires de chiens considèrent leur animal comme leur enfant. Alors se fera-t-on grand remplacé par des chihuahuas nains croisés? Je pose ça là. On verra tout à l'heure. Le deuxième pilier, c'est bien évidemment le travail. Le travail, on y sociabilise énormément. C'est vrai que le télétravail a réduit un peu les interactions que l'on pouvait avoir à la machine à café, mais pas que. On sait qu'on est en quête de sens sur ce travail, et on voit aussi que finalement les jeunes générations, et pas que, veulent redonner au travail son sens de moyen et non de fin. Ça veut dire qu'ils vont moins être engagés sur les after-work ou sur les team building. Ils veulent une transaction, je te donne de mon expertise et mon temps, et en échange, tu me donnes de l'argent que je vais pouvoir dépenser avec mes liens choisis justement. Et le dernier pilier, c'est les services que l'on se rend entre communautés. Ces services-là, pour moi, ils sont très importants. C'est des services qu'on se rendait gratuitement auparavant. Alors, à l'époque des champs, quand on allait cueillir le blé tous ensemble, sauf qu'on est 60% d'urbains et que cette histoire de blé, elle est un peu caduque. Donc, les services qu'on se rend en ce moment, c'est plutôt des déménagements. Et c'est là, si vous allez voir si vous avez véritablement des amis sur ces histoires de déménagement. Et vous avez peut-être un ami qui va vous dire « Oui, mais passe par cette application. Ils font ça très bien, pas cher et c'est efficace. » Certes, sauf qu'en payant un service, vous annulez le lien de réciprocité, et en annulant le lien de réciprocité, eh bien, vous affaiblissez le lien social.
Alors vous allez me dire pourquoi un chien robot sur cette image, quel rapport avec les services? C'est parce qu'en ce moment, à New York, les policiers sont en train de tester l'accompagnement de chiens robots dans leur tournée et on est en train de tester leur éthique vis-à-vis des contrevenants. Voilà, je ne mettrai pas plus de commentaires là-dessus. Alors, on a vu que le lien social était en train de bouger, de changer, que les liens forts s'affaiblissaient sur certains piliers et sur certains ingrédients. Par contre, il devient plus fort sur qui se ressemble, s'assemble. Et on va voir qu'on se rassemble par valeur. Par exemple, si vous êtes fan de plantes vertes, vous allez peut-être vous sentir plus proche d'un Brésilien à la retraite qui va vous expliquer comment vous occuper de votre aloe vera que de votre collègue qui a pourtant la même catégorie socio-professionnelle, le même âge que vous et qui en plus a regardé le Club Dorothée comme vous quand vous étiez petit. Donc on n'est plus dans des segmentations qui vont être uniquement par CSP et par âge, mais plus par affinité. Donc ce n'est pas très grave quand on parle de plantes vertes. Là où ça devient un peu plus problématique, c'est quand on se retrouve dans ces fameuses echo chambers, la chambre des échos, où l'on va confondre information, opinion et croyance. Pour ceux qui fréquentent Reddit ou les subreddits, vous savez que si vous voulez arriver avec une idée nouvelle, ça devient un peu compliqué parce que vous êtes en général sorti du groupe Manu Militari, et on en a parlé ce matin aussi avec certains groupes Facebook qui n'acceptent pas toujours que vous ayez une opinion différente. Alors, petit raccourci un peu cavalier, ces echo chambers peuvent rapidement nous mener à 35% des Français qui adhèrent aux théories du complot. Donc ça fait à peu près 3,5 personnes sur 10 dans cette salle. Si vous êtes encore en train de penser à cette histoire de chihuahua nain croisé, posez-vous peut-être des questions. Alors c'est toujours confortable d'être dans une bulle des biais cognitifs, une bulle sociale de biais cognitifs, on en a parlé aussi tout à l'heure. 52% des joueurs de la génération Z se sentent plus eux-mêmes dans le métavers que dans la vraie vie. C'est un certain confort, c'est une sérénité d'être dans l'entre-soi et d'être d'accord avec tout le monde. L'inquiétude, ça va être ce qui va se passer dans le futur. Avec ces avatars, ces réplicas qui les proposent, ces avatars sont régis par des intelligences artificielles et vous pouvez converser avec eux, c'est censé être votre meilleur ami. Et là non plus, il n'y aura pas de lien de réciprocité parce qu'il ne va pas vous dire « dis donc, tu m'as mis en vue sur WhatsApp, pourquoi tu ne m'as pas répondu dans les 48 heures ?» Ils seront toujours votre ami, même si vous êtes de mauvaise foi, même si vous leur dites des choses pas très gentilles, ils vont toujours vous accompagner et vous encourager. Est-ce que l'on a envie d'avoir un futur comme celui-ci ? Je laisse la question sous la forme rhétorique. Donc, on voit bien qu'il y a une importance à réunir et à ne pas confondre individualisme, hyper-individualisme, avec liberté individuelle. Réunir, pourquoi? On en a déjà un peu parlé ce matin. Pour établir un climat de confiance, et là, c'est hyper important d'avoir des informations qui vont être certifiées et hiérarchisées. Pour redevenir disponible, vivre sur un même espace-temps, parce que les réseaux sociaux nous permettent de partager beaucoup, mais pas forcément en même temps et pas au même endroit. Encourager aussi un esprit fraternel et avoir des codes communs. Avoir des codes communs, on en a parlé, c'est important pour pouvoir communiquer ensemble, avoir les mêmes références, mais si on file cette idée d'hypersegmentation à l'extrême, il n'y aura plus d'humour, il n'y aura que des private jokes, on rira que de nos propres blagues. Alors certaines personnes sont très bien équipées pour le faire, mais ça risque quand même d'être très long pour tout le monde. Alors, une citation qui m'a quand même assez marquée, Hannah Arendt, qui a quand même étudié le totalitarisme, nous dit « Quand tout le monde vous ment en permanence, le résultat n'est pas que vous croyez ces mensonges, mais que plus personne ne croit plus rien. Un peuple qui ne peut plus rien croire ne peut se faire une opinion. Il est privé non seulement de sa capacité d'agir, mais aussi de sa capacité de penser et de juger. Et avec un tel peuple, vous pouvez faire ce que vous voulez. » Donc on voit bien quel est l'enjeu ici de réunir les communautés, c'est véritablement de conserver nos démocraties. Alors, pour ceux qui ne croient ce qu'ils voient, réunissez-les dans un même endroit. On le voit qu'on est en train de perdre des espaces de lieux de vie, de lieux de rassemblement. On a de moins en moins de cafés, de discothèques, n'en parlons pas, moins de bancs publics. Alors il y a des nouveaux endroits qui arrivent, comme les tiers-lieux, mais aussi les marques qui vont ouvrir des pop-up éphémères qui vont avoir l'apparence d'un tiers-lieu. Justement, c'est le cas de 1664, qui a créé donc un endroit pour se retrouver pour boire un coup, mais pas que, pour faire du yoga, pour assister à un concert et pourquoi pas emprunter un livre dans leur bibliothèque. Donc c'est vraiment un espace de vie pour que la communauté puisse se croiser, puisse se rencontrer. Alors, ça veut dire aussi, ce genre d'opération, qu'on raisonne moins en rentabilité au mètre carré linéaire et plus en qualité de relation.
Ça arrive véritablement dans le retail. On sait que les internautes vont certainement plus commander vos produits en ligne, et donc du coup, le lieu physique sert plus justement de lieu de vie et de lieu de relation. Organiser la solidarité, on voit qu'il y a quand même un véritable élan chez les Français d'être généreux, mais on ne sait pas toujours comment le faire. Les marques deviennent un vecteur de l'organisation de cette solidarité. Ici, vous avez un exemple de Jimmy Fairley, qui est sur ce credo « Buy one, give one », c'est-à-dire que vous achetez une paire de lunettes pour vous, et eux s'occupent de donner une paire de lunettes à quelqu'un qui est dans le besoin. Donc les marques peuvent organiser aussi toute cette solidarité autour de cette réunion et du vivre ensemble. Avoir des codes communs, je vous en ai parlé tout à l'heure, pour moi c'est très important. On en a déjà bien parlé tout à l'heure avec les fictions qui peuvent aussi rassembler, donner différentes postures. Et pour l'illustrer, une citation de Guy Debord qui nous rappelle que le spectacle n'est pas un ensemble d'images, mais un rapport social entre des personnes médiatisées par des images. Et c'est bien là ce qui se joue, c'est vraiment d'inspirer, donner de nouveaux rôles modèles, de célébrer la différence et aussi donner matière à discuter à la machine à café dans les cours d'école. On l'a vu avec le succès de HPI. C'est aussi très bon pour le business. Saint-Laurent vient de lancer une maison de production en interne. Et c'est vrai, quand vous avez le temps de développer des histoires, de développer des postures, et bien du coup, vous avez un lien affectif qui se crée avec le consommateur. Et donc, de voir des personnages comme Pedro Pascal habillés en Saint-Laurent, ça peut vous donner envie aussi d'acquérir le même type de produit. Preuve en est, une statistique quand même assez élevée, prise de Stylight, plus 131% de clics pour les manteaux blancs en laine avec le lancement de la série Le jeu de la dame, The Queen's Gambit. Donc c'est quand même énorme. En fait, ce que la mise en scène, la mise en récit peut faire comme désir, donner envie. On parle beaucoup de nouveaux imaginaires, de donner de nouveaux récits pour l'écologie, mais c'est aussi des nouveaux récits pour le vivre ensemble. Alors maintenant qu'on s'est réunis, l'idée, c'est de se rencontrer et d'aller justement à la rencontre de cette fameuse altérité dont on parlait ce matin. Pourquoi c'est important ? Tout d'abord, parce qu'il va falloir sortir de l'entre-soi, apprendre à savoir débattre sans se battre et développer des qualités empathiques. Alors tout à l'heure, on a parlé de l'hypersegmentation, mais est-ce qu'on n'aurait pas aussi une hypersegmentation du cœur ? Je m'explique. Je suis sûre que dans la salle, certains d'entre vous se sont inscrits une ou plusieurs fois sur des réseaux sociaux de rencontres. En général, et c'est assez dingue, on a toujours une idée très précise de la personne que l'on veut rencontrer. Donc vous allez indiquer l'âge, la situation géographique, le genre, et vous avez plein d'autres options, presque jusqu'à la feuille d'imposition si vous voulez. Le problème, c'est que quand vous faites un swipe, deux swipes, le troisième swipe, vous tombez sur votre ex. Alors que quand même le marché du célibat est quand même assez large, notamment à Paris. Donc on voit bien que finalement on a des effets délétères sur ces applications. Heureusement, de nouvelles applications apparaissent pour essayer de changer la donne. Pire, c'est un site de rencontre pour célibataires qui vous envoie physiquement une bague verte qui va être un signe de reconnaissance donc entre célibataires pour faciliter les rencontres et aussi faciliter les rencontres d'altérité. Donc ça vous évitera de passer votre temps sur Appen pour essayer de voir si la personne est disponible juste à côté de vous. Si elle a une bague verte, c'est que probablement elle a une invitation en tout cas à la rencontre. Black Elephant, c'est aussi un nouveau réseau social qui veut sortir justement des relations intéressées, qu'elles soient intimes ou professionnelles. L'idée, c'est de vous réunir en petits groupes, soit physiquement, soit virtuellement, et de discuter de votre vulnérabilité ou de vos émotions. La maison de la conversation aussi, je vous invite à y aller, c'est dans le 18e, et là aussi, ça met des protocoles pour rencontrer quelqu'un de très différent de nous. Et d'ailleurs, les marques y sont invitées pour créer un dialogue et pour réunir les communautés et pour débattre sans se battre. Ensuite, développer des qualités empathiques. Je vous ai mis un exemple qui est connu, mais qui fait tellement des merveilles. Mixer les générations et justement développer des qualités pour pouvoir se mettre à la place des autres et de leurs capacités. Alors pour terminer, quelles seraient les stratégies pour que les marques puissent implémenter un meilleur tissu social ? Il y en a plein des stratégies, je vous en ai choisi 4. La première, qui me paraît peut-être la plus importante, c'est d'être force de proposition. Je vous ai dit tout à l'heure, quand on parlait de tolérance, quand les normes étaient floues, eh bien, on avait la possibilité de donner notre propre définition de la norme. C'est ce qu'a fait Jules, par exemple,
en donnant sa propre version de qu'est-ce que c'était la masculinité. Donc ça ouvre aussi le champ des possibles et c'est intéressant. Mais il y a quelques siècles, Louis XIV et Colbert ont vu qu'il y avait un flou dans la définition du luxe et ils ont dit le luxe, c'est français. Et ça nous colle encore à la peau. Donc vous voyez l'importance aussi d'avoir une définition assez serrée quand on a des normes floues. Le deuxième endroit, c'est l'entraide. Je vous ai mis ici un exemple de Coca-Cola qui met des bouteilles à disposition lors de rentrée des classes, un petit peu comme un brise-glace. L'idée, c'est que vous avez besoin de quelqu'un d'autre pour ouvrir votre bouteille. Comme vous pouvez voir, les bouchons sont mis de telle façon qu'il va falloir avoir une autre personne pour vous entraider à ouvrir votre bouteille si vous avez envie de la boire. Le troisième point, donner matière à réfléchir. Alors beaucoup de marques prennent la parole justement un peu pour ouvrir culturellement le champ des possibles auprès de leurs consommateurs. Ici, c'est la pharmacie des âmes qui souhaite soigner par les mots. On va trouver des classiques, des livres classiques, mais aussi des livres assez engagés, des livres politiques, des livres autour de justement ce qui se passe en ce moment dans notre société pour inciter les débats et ouvrir aussi un débat d'idées. Quatrième point, la surprise, bien évidemment. Ici, avec un exemple très sympathique, je trouve. Vous achetez des billets de concert pour 30 $, mais vous ne savez pas qui vous allez voir. Donc, vous grattez le ticket et à la dernière minute, vous allez savoir quel artiste vous allez découvrir. Donc, non seulement, ça permet aussi de sortir des algorithmes, des plateformes d'écoute qui nous proposent toujours ce que l'on aime, pour ouvrir aussi, encore une fois, un peu plus ces chakras. Et vous allez certainement vous retrouver dans une salle avec des personnes qui sont là par sérendipité. Et ça va aussi améliorer les rencontres et les diversités. Alors, si on applique finalement ces 4 principes, être force de proposition, proposer de l'entraide, donner matière à réfléchir et surprendre, si vous rencontrez un individu qui vous propose ça, ou même une marque, il y a de fortes chances quand même que vous en tombiez amoureux. Alors pas amoureux type Eros, amoureux type Philia, mais en tout cas que vous ayez un lien d'attachement avec cette marque. Alors certains me diront c'est peut-être la même conclusion que l'année dernière. Oui, mais je trouve que faut toujours mettre des petits cœurs dans sa présentation, mais je vais quand même aller plus loin. Une fois que vous avez ce lien d'attachement et ce petit cœur, l'idée, c'est d'aller vers de l'engagement. Put a ring on it, comme dirait Beyoncé. Aller vers de l'engagement, je vais filer un peu plus la métaphore du diamant. Ce diamant, il est multifacette. Et on l'a dit tout à l'heure, on l'a dit ce matin, je pense que c'est important de ne pas trop se définir, que l'on soit un individu ou que l'on soit une marque. Cultiver cette pluralité, cultiver cette idée de multifacette, car se définir, finalement, c'est se finir. Ou se définir, c'est poser des limites aussi, comme disait Oscar Wilde. Ne pas se définir uniquement par sa nationalité, par son poids, par ses origines sociales, par sa profession. Laisser le champ des possibles ouvert. Et pour une marque, c'est pareil. Vous connaissez certainement la publicité de Chanel, You know me and you don't. Vous me connaissez sans trop me connaître. Et je pense que c'est important pour les marques de le cultiver. Et c'est important aussi pour les marques de cultiver cette ouverture et de faire des allers-retours entre l'hypersegmentation pour bien connaître ses consommateurs, mais aussi offrir un imaginaire collectif. En offrant ces références communes et en offrant cet imaginaire collectif, vous offrez des références à vos consommateurs, d'ailleurs consommateurs potentiels ou pas, mais en tout cas, ils auront des références pour pouvoir parler de vous. Et ça reste quand même assez important. Et cette ouverture, il faut la cultiver parce que cette ouverture, c'est ce qui va vous permettre de rentrer plus facilement dans la danse sociale. Et rentrer dans la danse sociale, c'est tout simplement rentrer dans la vie. Je vous remercie.